Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice assez long. C'est une étude de fonctions rationnelles qu'on va découper en deux, partie A, partie B. Là, on va s'occuper dans cette vidéo de la partie A. La fonction rationnelle qu'on va étudier, vous voyez, elle est ici, x cube moins 4x2 moins 1 sur x2 moins 1. Et pour étudier cette fonction, on a besoin d'abord d'étudier ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va étudier la fonction g de i, g, dont l'expression est x cube moins 3x plus 10. Et ça va être l'occasion d'utiliser ce fameux corollaire du TVI. On est parti. Et comme d'habitude, je mets en fichier joint le PDF des exercices sur le TVI si vous voulez vous entraîner sur ce thème-là. Donc, première question, on va dresser le tableau de variation de G. Donc, il va me falloir ici la dérivée, le signe de la dérivée, et on fera aussi la limite parce qu'on va en avoir besoin pour la deuxième question. Donc on va commencer tout de suite par les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Pour déterminer la limite de G, on a deux techniques. Vraiment deux techniques qui se valent. La première, c'est de factoriser par la puissance la plus grande. Donc ici, on va factoriser par x cube. Alors, déjà, regardons au brouillon rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Parce qu'effectivement, factoriser c'est bien, mais s'il n'y a pas de problème, alors en plus l'infini, x cube va vers plus l'infini, 3x va vers plus l'infini. Donc comme il y a un moins entre les deux, ici vous avez une forme indéterminée. Donc on va se lancer dans une factorisation qui va permettre de lever l'indétermination. On factorise par x3. Alors on peut se permettre, parce qu'ici vous voyez, vous allez avoir des divisions par x3, donc il faut que x soit non nul. Donc si on veut vraiment rédiger ça correctement, ici il faudrait dire qu'on fait ça pour x différent de 0. Et c'est pas gênant de ne faire ça que pour x différent de 0 parce qu'on va regarder les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Ici, ensuite, on simplifie un petit peu à l'intérieur des parenthèses, ça fait 3 sur x carré plus 10 sur x3. Et maintenant, eh bien, c'est très simple. Comment rédiger ça? D'abord, comprendre. Comprendre que 3x2 en l'infini, ça tendra vers 0, et 10 sur x3 aussi. Donc la parenthèse va tendre vers 1, il vous restera x3. Oui, c'est simple. Donc on va le dire. On commence donc par plus l'infini. La limite de 3 sur x2, c'est la même que la limite de 10 sur x3. Vous voyez, on fait les deux en même temps. Et vous voyez bien que ça fait 0. Donc, la limite de ma parenthèse 1 moins 3 sur x2 plus 10 sur x3, ça fait 1. Vous ajoutez à ça la limite du facteur x3 qui est devant, qui est en plus infini, et donc vous obtenez par produit la limite de f. Limite de g, plutôt ici c'est g, en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? On ne va pas s'embêter, c'est exactement la même chose. La seule différence, on va mettre de même, mais cette fois-ci avec une limite de x3 qui en moins l'infini vaut moins l'infini. Donc, la limite de g en moins l'infini, c'est moins l'infini. On a nos deux limites. Pour ceux qui ont vu le principe du plus haut degré, eh bien, g est un polynôme. Donc, en plus l'infini et moins l'infini, on peut appliquer le principe du terme de plus haut degré. Donc on peut résumer en le principe donc, du plus haut degré. Autrement dit, la limite de g en plus l'infini, ça sera la même que la limite de son terme de plus haut degré qui est, vous voyez, plus haut degré dans l'expression, il y a x3, il y a moins 3x, il y a plus 10. Le plus haut degré, c'est le terme x3. Donc ici, la limite de g, bien, il se trouve que ça sera la même que la limite de x3 en plus l'infini, donc plus l'infini. Et aussi, la même remarque, en moins l'infini, la limite de g, ça sera la limite de x3, et donc ça sera moins l'infini. Vous voyez, ça se rédige beaucoup plus vite. Ensuite, on va donc dériver. Donc on va le dire, g est un polynôme, ou alors on vous dit plutôt g est dérivable, entre parenthèses, parce que c'est un polynôme. Et vous savez très bien le dériver, là, g', ça sera donc
3x2 moins 3. Il faut trouver le signe de cette dérivée. Alors là, on a devant nous une fonction du second degré. On pourrait faire un trinôme. Certains vont faire un trinôme, je vais le faire, hein, parce que parfois plein d'élèves ne se posent même pas la question, font tout de suite un discriminant. Mais vous allez voir qu'ici, comme il n'y a que deux termes, on peut aller plus vite. Mais d'abord, on va faire le discriminant, c'est pas grave. B carré moins 4 AC, B carré 0, 3 moins 3. Moins par moins plus, donc 3 fois 4, 12 fois 3, 36, ça tombe bien, c'est 6 au carré. Donc il y a deux racines. La première, moins b, donc 0, moins racine de delta, donc moins 6 sur 2a, moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Et ma deuxième racine, ça fera plus 6 sur 6, ça fera 1. Donc il y a deux racines. Et on sait que un trinôme, il est du signe du coefficient de x2, donc 3, ici, du signe de a, en dehors des racines, à l'extérieur des racines. Pour ceux qui ne voulaient pas faire un discriminant et qui ont vu des choses plus rapides, on peut factoriser par 3. Et vous tombez sur 3 fois x2 moins 1. Et on sait bien que les racines de x2 moins 1, c'est 1 et moins 1. Donc on peut comme ça avoir les racines beaucoup plus vite. Ensuite, on fait un tableau. Donc le tableau ici, la fonction g est définie sur R, donc moins l'infini plus l'infini. On va mettre moins 1 et 1 qui sont apparus dans notre étude de signes. Ici, on va mettre 0, 0, et on rappelle, la courbe de G, c'est une parabole, de G', c'est une parabole orientée vers le haut, donc vous avez un signe, donc plus, moins, plus. Sinon, vous écrivez du signe de A à l'extérieur des racines, donc plus, moins, plus. La fonction G est donc croissante, décroissante, croissante. Pour les limites, on a déjà trouvé les deux limites, il me reste les extrémums, donc je calcule l'image de moins 1, très simple, là on peut le faire à la main. Moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1. Je remplace dans la formule de G. Surtout, vous ne vous trompez pas. Ça donne donc moins 1 plus 3 plus 10, 13 moins 1, 12. Ensuite, G de 1. 1 au cube, moins 3 fois 1, plus 10, qui donne 1, moins 3 plus 10, 10 et 1, 11, moins 3, on trouve 8. Et on a terminé cette première question. Deuxième question. Maintenant, on va étudier l'équation g de x égale 0. Il faut montrer qu'elle admet une unique solution. Surtout, on n'essaie pas de résoudre. D'accord? Donc, on est vraiment dans la recherche du nombre de solutions. Alors, regardons tout d'abord le tableau ici que j'ai mis. Alors, ce tableau, on regarde ici la ligne de g. Est-ce qu'on peut avoir un endroit où ça fait 0? Ben, ici, vous voyez, on passe de moins l'infini à 12 avec une fonction qui est continue, strictement croissante. Donc là, on va avoir un endroit où ça vaut 0. Et là, ça va être l'occasion de faire un TVI. Donc on va faire un TVI sur moins l'infini moins 1. Et vous allez trouver ici une solution qu'on appellera alpha. Ensuite, sur l'autre zone, ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, qu'on passe de 12 à 8 et de 8 à plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici on a un minimum. Ici 8 c'est un minimum. Et c'est un minimum qui est strictement positif. Donc sur toute cette zone, G ne peut pas faire 0. Et on va le dire tranquillement. Donc premièrement, sur moins l'infini moins 1, on va faire un TVI. Un corollaire même du TVI. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que G, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce qu'elle est dérivable. Parce que tout simplement c'est un polynôme. Là pour l'instant on va rester sur ça. On sait que toutes les fonctions polynomiales sont continues. G est strictement croissante. Ensuite, la limite en moins l'infini de G, c'est moins l'infini, et l'image de moins 1, c'est 12. D'accord? Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que, comme on essaie de résoudre g de x égale 0, ce qui est important, c'est que 0, il appartient bien à moins l'infini 12. Il est intermédiaire entre les deux. Et donc, eh bien là, on écrit juste d'après le corollaire du TVI, on écrit TVI, eh bien l'équation g de x égale 0 admet une unique solution qu'on appellera donc alpha sur l'intervalle moins l'infini moins 1. D'accord? Maintenant, on regarde donc de l'autre côté, c'est-à-dire sur moins 1 plus l'infini. Vous voyez, j'ai extrait le tableau là. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on va dire tout simplement juste que G admet 8 comme
minimum. Donc, comme 8, c'est le minimum g de x est supérieur ou égal à 8, et g est donc strictement positif. Donc g de x est différent de 0 sur cet intervalle, donc pas de solution. G de x égale 0 n'a pas de solution. Sur l'intervalle, moins 1 plus 1. On réunit après ces deux choses-là. Bilan, on écrit carrément bilan, sur R, g de x admet donc une unique solution. Une unique solution alpha. Question suivante. Donner un encadrement d'amplitude 10-3 de alpha. Alors, qu'est-ce qu'un encadrement d'amplitude 10-3? Eh bien, il faut donner le résultat sous la forme alpha entre A et B, avec la différence entre BA, donc B moins A, qui sera exactement égal à 10-3, c'est-à-dire à 0,001. Donc, il faut pour ça avoir une valeur approchée assez précise et encadrée. On fera par exemple, si vous prenez pi, pi vous savez que c'est à peu près 3, 14, 15, 92. Donc pi à 10-3, vous allez dire que ça peut être entre un encadrement d'amplitude 10-3, c'est donc entre 3,141 et 3,142. D'accord? Donc vous allez voir, c'est très simple. On va regarder déjà sur une Casio. On va aller dans le menu graphe. Voilà. Ici, on va donc rentrer l'expression de la fonction qui nous intéresse. Ensuite, on trace, on repère, voilà, le 0, il est ici. Et on va dans le solver graphique, gsolve. Donc ici, vous appuyez sur F5 et vous appuyez sur root, qui veut dire racine. Et voilà. Et ça vous donne sur une Casio directement une valeur approchée avec 8 chiffres après virgule ou 9. Donc c'est quand même très bien. Et bien, ça veut dire que votre nombre alpha, il est à peu près moins 2,612, 8, 8, etc. Et comme ça, on va pouvoir donner un encadrement. Même chose sur une Texas, vous allez donc dans le menu fonction, vous rentrez votre expression, vous réglez votre fenêtre, ici j'ai mis moins 10, 10, etc. Et on va faire un graphe. Voilà donc la courbe. Vous repérez la solution. Une fois que vous l'avez, vous allez, alors c'est au même endroit, mais c'est calcul. Seconde calcul, et vous allez à ce qu'on appelle 0. Ici, vous indiquez avec les petits points là, alors je l'ai perdu, il est là. Ensuite, vous cliquez, borne gauche, vous mettez une borne droite à côté et vous rappuyez. Et ça vous donne, vous voyez, moins 2,612, 888. Juste rapidement, pour ceux qui ont une Numworks, vous avez donc fonction, vous rentrez votre fonction, vous êtes ici, vous allez donc dans fonction. Voilà. Donc en haut, vous voyez, vous allez voir, je vais vous montrer. Ici, on rentre la fonction. Ensuite, quand on l'a rentrée, on revient en haut, on va dans graphique, vous tracez le graphique, vous le voici, vous avez repéré la solution, elle est là. Ensuite, comment trouver la solution? Juste pour ceux qui ont une Numworks, vous allez sur fonction, vous exécutez, vous rentrez la fonction ici, et après vous allez sur tracer le graphique. Donc en bas, voilà, vous avez le graphique, vous pouvez bouger si vous voulez le point, voilà. Et quand vous désirez avoir des pressions, vous appuyez sur OK, et là, vous avez ici calculer. Et donc vous pouvez calculer des antécédents, maximum, minimum, 0, tangente, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 0. Vous cliquez, et vous avez comme ça un 0 avec 4 chiffres après virgule, donc c'est moins 2,629. Et donc c'est bien ce qu'on avait trouvé avec les deux autres modèles, et tant mieux. Alors après, je vais vous montrer une deuxième méthode qu'on utilise parfois en algorithmique et qu'on utilisait beaucoup avant. C'est la méthode dite par balayage. On sait que la solution, graphiquement, elle est entre, vous voyez, moins 2 et entre moins 3 et moins 2. Donc ce qu'on va faire, on va aller faire, faire ici un tableau de valeurs. Donc on va dans menu, voilà, vous allez être en tableau de valeurs, et vous allez faire un tableau ici qui part de moins 3, qui va aller jusqu'en moins 2, et qui va aller de 0,1 à 0,1, pour localiser progressivement les racines. La solution, donc on met le tableau, et vous voyez, on a les images ici, en moins 3, moins 2,9, et petit à petit, on va essayer de trouver où elle est. Et vous voyez qu'elle est, on va la trouver quand on change de signe, parce qu'on passe au-dessus de 0, g de x égale 0. Donc vous êtes entre moins 2,7 et moins 2,6. Là, on revient, on va faire un nouveau tableau, moins 2,7. On s'arrêtera à moins 2,6 et on ira de 0,01 en 0,01. Et voilà. Et donc, vous faites un tableau. Vous cherchez quand est-ce qu'il y a ce changement de signe.
Et vous voyez que c'est ici, entre moins 2,62 et moins 2,61. Et vous voyez, on s'approche progressivement. Là, on ressort, on refait un tableau encore plus précis, moins 2,60 et combien? Et 2. Et vous allez aller jusqu'à moins 2,61. Et vous allez cette fois-ci avec un pas de 10-3. Et on va trouver ce qu'on a trouvé plus rapidement, bien sûr, avec le menu Gsolve. Voilà. Et quand est-ce que ça change de signe? Ici, entre moins 2,613 et moins 2,612. C'est ce qu'on a trouvé, vous voyez. Donc ça s'appelle la méthode par balayage. Quatrième et dernière question de cette partie A. En déduire en fonction de x le signe de g de x sur r. Ça va faire intervenir alpha. C'est très important parce que pour la partie B, ça va être au cœur de l'étude du signe de la dérivée d'une autre fonction. Donc il ne faut pas se louper. Regardez la courbe. Le signe est assez évident. Il va dépendre de alpha. Et donc, regardez bien le tableau de variation. Sur moins l'infini alpha, mais qu'est-ce qu'on peut dire? La fonction elle est croissante. Et g de alpha vaut 0. Et g elle est croissante strictement. Donc, dès que x est strictement plus petit que alpha, g de x est strictement négatif. Et ensuite, sur alpha plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, on peut dire sur alpha moins 1, bon, c'est vraiment que je détaille, sinon normalement on fait un tout petit tableau. Sur alpha moins 1, g de x, g de alpha est égal à 0. G est strictement croissante. Donc pour tout x entre alpha et moins 1, bien g de x va être strictement positif. Et ensuite, on a déjà dit, sur tout le reste, sur moins 1 plus l'infini, g de x est plus grand ou égal à 8. Donc g de x est strictement positif. Ça donne un tableau qu'on peut faire finalement directement. On autorise. Le tableau, il sera le suivant. Ici, on a alpha. G s'annule alpha est négatif avant et positif après. Et tout ça, bien sûr, on le voit bien sur ce dessin. Vous voyez, sur la courbe. Ici, on va avoir alpha. Avant, on est bien sûr dessous, négatif, et après, vous voyez qu'on est au-dessus. Bilan de cette partie A, on a trouvé le signe de g de x en fonction d'un nombre alpha qu'on a réussi à localiser. On ne sait pas exactement combien vaut alpha, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on ait résolu l'équation g de x égale 0. Mais par contre, on a réussi à trouver le signe en fonction de ce nombre alpha qu'on peut avoir à la précision qu'on veut, à condition d'avoir bien sûr un ordinateur puissant. Voilà, donc la partie B qui nous attend. Le texte ici nous propose d'abord de trouver les limites d'une fonction rationnelle, donc x3 moins 4x2 moins 1 sur x2 moins 1. Ensuite, on va dériver et on va s'apercevoir, et c'est là tout l'intérêt de la partie A, c'est que dans la dérivée, on a g qui va apparaître. Donc tout ce qu'on a fait ici va servir dans la partie B. On complétera ensuite un schéma avec toutes les informations qu'on a obtenues dans le problème. Donc ça permettra de remettre un petit point donc, sur l'interprétation graphique des calculs. Donc c'est très intéressant. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt.